Et salut à toutes et à tous, c'est Baba des Bois et on se retrouve pour ce quatrième et dernier tuto de la série pour faire un jeu sur Godot 4. On va finir le jeu d'astéroïdes aujourd'hui. Évidemment, il va vous rester beaucoup d'espace pour améliorer le jeu ensuite. Je sais pas, mettre un système de points, rajouter des power-up, rajouter beaucoup de polish. Donc, ce qu'on appelle le polish, c'est améliorer les petits détails qui vont améliorer le game feel, comment le jeu, à quel point le jeu est agréable à jouer. En fait, tout ça, je vais vous laisser faire si vous avez envie de pousser le bouchon un peu plus loin. Et c'est bien, ça vous fera un exercice très cool. Nous, on veut un truc pour l'instant qui est fonctionnel, déjà un jeu qui fonctionne. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse pour qu'on ait une boucle de gameplay qui fonctionne, c'est rajouter plusieurs petits trucs. Déjà faire en sorte que les astéroïdes puissent se diviser en plus petits astéroïdes, qui eux-mêmes ont chacun une direction, etc. Ce qui va être la partie la plus compliquée, clairement. Deuxièmement, faire un menu qui permet de retry quand on a perdu. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je vous fais la petite minute de pub pour Xion League, qui est le jeu que je développe depuis 3 ans. Si vous n'avez pas encore ajouté le jeu à votre liste de souhaits sur Steam, je vous invite à le faire. C'est un jeu de plateforme 2 joueurs en coop qui peut se jouer en ligne ou en local avec des amis, où vous jouez des robots qui doivent s'enfuir d'une usine parce qu'il y a une fuite de gaz dans cette usine qui détruit tout sur son passage. Et donc vous devez vous entraider avec votre copain le robot qui n'a pas les mêmes capacités que vous pour vous en sortir. Voilà, c'est un jeu de plateforme à 2 qui se joue très vite. C'est fun. On est en train d'améliorer plein de trucs en ce moment que je peux pas encore vous communiquer, mais voilà, j'ai hâte que vous voyez le jeu dans sa globalité. N'hésitez pas, encore une fois, à ajouter le jeu en liste de souhaits si ça vous intéresse. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors c'est parti, on va commencer par les astéroïdes. Donc les astéroïdes, on veut qu'ils soient capables de se séparer en plus petits astéroïdes. Donc il va falloir que je puisse paramétrer leur taille en fait. Donc il y a plusieurs solutions pour faire ça, il y aura plusieurs approches. Et je peux les évoquer vite fait à l'oral comme ça si vous voulez. Mais il y a une des approches qui consisterait à dire ok, j'ai une scène astéroïde de base. Et je fais 3 scènes enfants, parce que dans Godot on peut faire des scènes enfants, des scènes qui héritent d'une scène parent. Mais on va pas rentrer dans le détail. Enfin voilà, on pourrait faire ça, c'est-à-dire j'ai une scène parent astéroïde et j'ai 3 scènes enfants pour mes 3 types d'astéroïdes. Ça serait une des approches. Ici, moi, je vais utiliser une autre technique que j'aime bien utiliser dans ce genre de cas, quand j'ai besoin de faire des éléments interactifs paramétrables dans mon jeu. Et j'aime bien utiliser cette solution-là et je vais vous la montrer parce que c'est très pratique. Alors pas forcément dans ce type de jeu là parce que les astéroïdes ils spawnent par eux-mêmes automatiquement, mais quand vous faites un jeu où vous avez par exemple du level design à faire, où vous instanciez des éléments de gameplay dans le jeu, j'aime bien cette approche là parce qu'en fait ça vous permet de paramétrer, donc vous avez une seule scène avec des presets et vous choisissez un preset et ça change automatiquement l'élément pour qu'il ressemble à ce preset. Donc là par exemple on aurait un preset small, un preset medium, un preset big, et en choisissant le preset, ça vous change tout automatiquement, toutes les propriétés automatiquement. Et j'aime bien cette approche-là parce que, comme je vous dis, quand vous faites des jeux, typiquement où vous avez besoin de faire du level design, ce genre de choses, vous avez besoin d'autant de souplesse que vous pouvez. Et donc du coup, avec une seule scène, vous pouvez juste changer le preset directement. Ça vous facilite énormément le travail de level design en fait. Je trouve ça aussi plus élégant en termes d'architecture parce qu'on se retrouve avec une seule scène astéroïde qui a un seul comportement, une seule structure et tout, qui est toujours la même. Le seul truc qu'on change, c'est les données en fait. C'est-à-dire la texture qu'on affiche et la taille de la collision shape. Mais c'est les seuls éléments qu'on change. Alors pour pouvoir faire cette solution, il va falloir qu'on aborde un nouveau type d'objet dans Godot, un type d'objet qu'on a eu l'occasion de manipuler un petit peu, mais qu'on n'a jamais créé par nous-mêmes. Il s'agit des ressources. Alors, qu'est-ce que c'est que les ressources? En fait, les ressources, c'est des objets qui ne sont pas des nœuds et qui peuvent être stockés dans des fichiers. En général, c'est des objets qu'on utilise pour stocker de la donnée, que nos nœuds vont ensuite exploiter. Donc ici, on a notre dossier scène. Je vais rajouter un autre dossier que je vais appeler ressources. Nouveau folder. Resources. En anglais. Au pluriel. Voilà. Et dans ce dossier ressources, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler astéroïde preset, par exemple, ou astéroïde size. Peut-être l'appeler astéroïde size, allez. Pourquoi pas. Ok. Là-dedans, je vais créer un nouveau script qui va s'appeler donc astéroïde size. Astéroïde size, ok. Qui va non pas hériter de nœuds, mais de ressources. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un autre type d'objet. Et on va laisser modèle empty pour qu'il nous laisse un script vide. Ok, c'est parti. Alors, premier truc qu'on va faire, et c'est une habitude qu'il faut prendre maintenant, c'est qu'on va lui donner une class name. Donc, je vais lui dire
Je vais lui donner la même class name que le nom du fichier, donc asteroid size. Voilà. Ok. Donc on a notre ressource qui s'appelle asteroid size. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelles données on veut que cette ressource contienne en fait. Qu'est-ce qui change d'un astéroïde à l'autre? Qu'est-ce qui change entre un gros astéroïde et un astéroïde médium, ou entre un gros astéroïde et un petit astéroïde? Et bah donc on a le sprite qui change, et on a la taille de la collision shape, comme je le disais un peu plus tôt. Donc il n'y a que ces deux données-là qui nous intéressent pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des export var. Donc je les mets en export parce que comme ça je vais pouvoir les changer depuis l'éditeur. Hein. Donc je vais lui donner deux export var, une pour la texture, donc qui va s'appeler texture et qui va être une texture. Donc, et une dans laquelle je vais stocker une collision shape. Donc call shape, on va l'appeler par exemple. Qui va être une collision shape 2D. Voilà. Alors non, j'ai fait une bêtise là. Là, je vais donner le collision shape 2D qui est un type de nœud, mais moi, je ne veux pas lui donner un nœud, je vais lui donner la ressource que contient ce nœud, c'est une shape 2D. Donc, c'est pas une collision shape, c'est une shape 2D. My bad. Donc, on va plutôt l'appeler shape 2D. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est notre script asteroid size. Donc, ça va être une ressource qui va contenir ces deux données. Quelle texture on doit utiliser, quelle shape on doit utiliser. C'est tout. Donc, il sert que à stocker de la donnée. Maintenant, ce que je vais faire, dans mon astéroïde, je vais retourner dans le script de l'astéroïde. Et ici, je vais lui définir un array de asteroid size. Donc je vais l'appeler asteroid size array. Ok. Donc c'est un array. Et là, on peut typer les arrays dans Godot. Maintenant, on peut typer les arrays. C'est nouveau dans Godot 4. On ne pouvait pas dans Godot 3, mais on peut dans Godot 4. Ce qui est très pratique, surtout quand on les exporte. Parce que ici, par exemple, je vais pouvoir faire un array de asteroid size. C'est-à-dire que cet array-là, il ne peut contenir que des ressources de type asteroid size. D'accord? Donc maintenant, je vais aller dans mon astéroïde, ici. Je vais voir apparaître asteroid size array, ici. Et il me dit c'est un array d'asteroid size de taille 0. Nous, on sait qu'on a 3 tailles différentes, donc on va lui mettre 3 éléments. Et ici, il va nous demander si on veut créer des nouveaux asteroid size. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer 3 asteroid size. Et on va faire de petit à grand. Petit en 0, grand en 2. Ok? Donc dans le premier, ça va être le petit astéroïde. Je vais cliquer dessus et là, je vais pouvoir remplir son champ texture et son champ shape. Donc je vais aller chercher mes textures dans ma scène astéroïde. Donc on va chercher le astéroïde small. Pouf. On va lui donner la shape qui va bien. Et la shape qui va bien, pour l'instant, je vais mettre un circle shape. Et je vais lui dire un radius de 3. C'est à peu près arbitraire. On testera ensuite, mais voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec le medium. Donc, astéroïde medium, je lui passe la texture medium. Je vais lui donner un circle shape aussi, auquel je vais lui donner un radius de 7. Ok. Et ensuite, le grand astéroïde big. Pouf, je lui donne un circle shape. Et ce circle shape, je lui donne un radius de 14. Voilà. Donc voilà, maintenant on a toutes les données dont on a besoin. Maintenant, il faut qu'on les exploite. Donc, ce que je vais rajouter à mon astéroïde, c'est que je veux faire en sorte que je puisse lui dire quel type d'astéroïde tu es, et donc quelle texture il faut que tu utilises, quelle shape il faut que tu utilises. En fait, on va lui donner un asteroid size, et à partir de cet asteroid size, elle va pouvoir appliquer les données de cet asteroid size pour dire, bon, bah, je suis tel type d'astéroïde. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une énumération. Donc une énumération, c'est un truc qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là dans ce tuto. C'est une structure de données. Donc je vais déclarer une énum. Donc ça se déclare comme ça. Vous mettez enum, vous mettez le nom de votre énumération. Donc là, mon énumération, ça va être size, par exemple. Et ensuite, vous mettez une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre énumération. Donc ça, c'est le nom de l'énumération, ça, c'est son contenu. Et donc, dans l'énumération, vous allez pouvoir énumérer des choses, en fait, tout simplement, comme son nom l'indique. Et ces choses vont être associées à des valeurs. Donc, par exemple, je vais lui mettre small, medium et big. Vous noterez que je mets tout en majuscule, et en fait, c'est parce que c'est une convention de nommage, comme ça, les énums, on met toujours tout en majuscule, et le nom, et le contenu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une énumération? En fait, simplement, une énumération, c'est, donc, comme je vous disais, une structure de données qui stocke des données où on associe un nom avec une valeur. Et en fait, automatiquement, là, ce qui se passe, c'est que l'énumération donne des valeurs automatiques à tous ces champs. Donc j'ai small qui vaut 0, j'ai medium qui vaut 1 et j'ai big qui vaut 2. Et ça, c'est automatique en fait. Si je ne donne pas de valeur, automatiquement, c'est ce qu'il va faire. Par contre, on peut, je crois, en GDScript, on peut déterminer genre, bon, finalement small, je veux que ça vaille 5.
Medium, je veux que ça va aller 32. On peut donner des valeurs arbitraires à chaque élément si on veut. Ici, on n'a pas besoin, on peut laisser les trucs par défaut, ça va très bien. Donc voilà, cette énumération, elle va nous servir à nommer en fait nos presets. Parce qu'on a l'astéroïde quand il est petit, l'astéroïde quand il est médium, l'astéroïde quand il est gros. Et vous allez voir que ça tombe bien parce qu'on a ces différentes valeurs correspondent à 0, 1 et 2. Et ça va nous permettre de indexer le bon preset dans l'array pour aller lui appliquer ensuite. Vous allez voir. Maintenant, il va me falloir une autre variable. Donc, je vais faire export var et je vais l'appeler size en minuscule. Et elle va être de type size. Donc maintenant, ce qu'on peut faire dans Godot 4, c'est donner à une variable le type d'une enum. Alors, c'est un peu particulier ce qui se passe là. En fait, quand je fais ça, size2.size, ce que je fais, c'est que je type ma valeur size en entier, puisque les enums, vous savez, ça contient que des entiers. Hein. Small, ça vaut 0, medium, ça vaut 1, big, ça vaut 2. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ici, ma valeur size ne peut avoir qu'une valeur d'entier, mais par contre, elle est limitée aux valeurs qui sont dans l'énumération. Donc en fait, ma variable size ne peut avoir que la valeur 0, 1 ou 2. Et ce que je peux faire, c'est que je peux lui donner même égale size.big par défaut. Donc ça veut dire qu'on lui dit la taille par défaut de notre astéroïde, c'est la taille big. Et en fait, en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est que si je vais dans mon astéroïde, vous allez voir, vous allez avoir un champ size ici, et vous avez small, medium, big qui s'affiche. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Parce que j'ai fait une export var qui a un type d'une enum, qui a comme type l'enum. Donc en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il va chercher les champs dans l'enum, là, small, medium, big, et il me les propose. Il me propose l'un des trois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont nommés, en fait. Donc ils ont un sens. Vous auriez pu dire, je veux un entier qui est limité entre 0 et 2. Mais le problème, c'est que vous savez pas à quoi ça correspond, 0, 1, 2, dans l'éditeur. Alors que là, ils sont nommés. Là, en faisant avec l'enum, l'avantage, c'est que ces champs, ils sont nommés, et donc du coup, ça a du sens pour vous en tant que développeur. C'est pas juste des chiffres comme ça lancés en l'air arbitraires, quoi. Ok, super. Donc maintenant, ce qui va manquer, c'est quand je change la valeur de size, ici, je veux qu'il me mette à jour la texture et la collision shape. Parce que ici, je peux changer la valeur de size et il se passe rien. Hein. On l'a pas codé, donc forcément, il se passe rien. Donc maintenant, il me faut un moyen de faire ça. Bon, il se trouve que dans Godot, il y a un truc qui est méga pratique, c'est que vous pouvez demander à l'éditeur, donc à Godot, quand vous êtes dans l'éditeur, d'exécuter un script dans l'éditeur. Pas dans le jeu, mais dans l'éditeur. Et pour ça, il faut que vous mettiez le mot-clé tool. Donc c'est ce qu'on va faire à notre astéroïde, parce qu'en fait, ça va nous permettre de visualiser. Quand on change la taille ici, la valeur de size, je veux que automatiquement dans l'éditeur, il mette à jour la texture et qu'il mette à jour la collision shape de notre astéroïde. Et en modifiant la valeur de size, je veux que ça se mette à jour sous mes yeux, quoi, pour vérifier que ça marche bien. Donc en fait, le mot-clé tool vous permet d'exécuter le script à la fois dans l'éditeur et dans le jeu. Alors, c'est hyper pratique parce que ça vous permet d'exécuter des trucs dans l'éditeur, ça vous permet de vous créer des petits outils pour personnaliser un peu vos scènes, etc. Qui est très, 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 très pratique quand vous développez un jeu. Là où ça peut être un peu dangereux, et il faut faire attention, c'est que vous ne voulez pas qu'il y ait n'importe quoi qui s'exécute dans l'éditeur, parce que vous pouvez faire crasher votre éditeur si vous faites n'importe quoi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il faut faire pour décider qu'est-ce qui s'exécute dans l'éditeur, qu'est-ce qui s'exécute pas dans l'éditeur, et qu'est-ce qui s'exécute dans le jeu, qu'est-ce qui s'exécute pas dans le jeu. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est dire, quand la valeur de size, donc ici notre variable size, change, je veux mettre à jour la texture et la collision shape. Comment je fais ça? Et bien, ce que je peux faire pour détecter quand la valeur de size change, c'est lui donner ce qu'on appelle un setter. Un setter, c'est une fonction qui va être appelée à chaque fois que je vais vouloir changer sa valeur. Donc quand je vais vouloir changer la valeur de size, plutôt que de juste appliquer la valeur bêtement, Godot, il va appeler le setter, et c'est le setter qui est chargé de changer la valeur de size. Et pourquoi je fais ça, en fait? Eh ben, je fais ça parce que je vais vouloir émettre un signal au moment où la valeur de size change, et grâce à ce signal, je vais pouvoir dire, bon bah, quand la valeur de size a changé, il faut que tu fasses des trucs. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on veut faire, c'est update la texture, update la collision shape. Donc il me faut deux choses. Il me faut un signal, qui me dise que la valeur de size a changé, et il me faut un setter, qui émet ce signal. Donc, je vais commencer par le signal. Le signal, on a déjà fait. On fait juste signal, et on lui donne un nom. Donc nous, on va dire size changed. Voilà, ça c'est mon signal.
Un setter, ça se déclare comme suit. Donc vous avez votre ligne où vous avez déclaré votre variable ici. Si vous rajoutez 2 points après, et vous sautez une ligne, là vous pouvez déclarer un setter. Et donc vous faites set, et set ça prend un argument puisque c'est la valeur que vous allez donner, la nouvelle valeur que vous allez vouloir donner à size en fait. Donc ça prend un argument. Alors je crois pas qu'on a le droit de typer cet argument malheureusement, je peux essayer. Je crois pas. Non, c'est ça, on n'a pas le droit de typer pour l'instant en tout cas. On n'a pas le droit de typer les... on n'a pas le droit de typer l'argument ici. Mais de toute manière, l'argument est forcément typé parce que j'ai cherché à typer la variable ici. Donc on n'a pas besoin, théoriquement. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est qu'un setter? Un setter, ça sert à donner une valeur à une variable. Donc ici, je vais juste dire size égale value. Parce que la valeur qu'on a donnée en entrée, donc c'est la valeur qu'on a cherché à donner à size. Donc là, si je fais juste ça, c'est comme si j'avais juste réécrit le comportement de base du moteur, c'est-à-dire quand tu essayes de changer la valeur d'une variable, il la change, et c'est tout. Donc là, il va appeler mon setter, et mon setter va se contenter de changer la valeur de la variable. Donc le comportement n'a absolument pas changé. Par contre, je vais pouvoir rajouter des trucs en plus. Et ici, typiquement, ce que je veux faire, c'est lui dire, si la valeur de size est différente d'avant, il faut que tu émettes le signal. Donc en fait, je vais rajouter un truc avant, je vais dire if value est différent de size. Donc différent de, hein, c'est point d'exclamation égal. Je vais aller un peu vite. Avec la ligature, ça me fait un égal barré. Si vous n'avez pas les ligatures, c'est pas grave. Vous avez juste point d'exclamation égal, ça marche bien. Donc si la valeur qu'on lui passe en entrée est différente de la valeur actuelle de size, à ce moment-là, effectivement, tu vas la mettre à jour. Tu vas changer la valeur de size. Et tu vas émettre le signal. Parce qu'on va dire la valeur de size a changé. Donc je vais faire size changed. Donc c'est mon signal. Hein. Size changed. .emit. Ça sert à émettre le signal que j'ai déclaré. Voilà, maintenant je sais quand la taille a changé. Maintenant, comment je réagis au fait que la taille ait changé? Et bien ici, on va vouloir connecter le signal sizeChanged et le recevoir dans ce nœud astéroïde. Donc, je pourrais le faire comme je l'ai fait jusqu'ici via l'interface, c'est-à-dire en faisant nœud et là connecter sizeChanged, ici. Ce coup-ci, je vais le faire via le code, parce que ça va me permettre de vous montrer qu'on peut faire les deux et comment ça fonctionne. Donc, je vais déclarer la fonction ready, et dans la fonction ready, je vais connecter mon signal. Donc je veux dire... Alors, comment on connecte un signal via le code? Ça se passe comme ça. On prend le signal, donc on fait sizeChanged.connect, et ici, on lui dit à quelle fonction tu vas connecter ce signal. Voilà, pour votre petite culture personnelle, on appelle ça un callback, quand on donne une fonction à appeler un événement précis. Donc là, c'est quand le signal sizeChanged va être émis, ça va m'appeler cette fonction, ce callback. La fonction en question, je ne l'ai pas encore déclarée, donc je vais le faire ici. Alors je vais la mettre après ready et physics process, c'est mes petites habitudes. Je vais la mettre ici, je vais appeler une fonction que je vais appeler update size. Voilà. Et pour l'instant, cette fonction, elle fait rien. Je vais juste dire, quand le signal sizeChanged est émis, tu vas m'appeler cette fonction, update size. Donc là, je lui passe la fonction en argument. Hein. C'est un truc qu'on peut faire dans Godot 4, qu'on ne pouvait pas faire avant dans Godot 3. On peut prendre la référence d'une fonction et la passer en argument à une autre. Donc ici, en fait, je lui passe la référence de la fonction update size. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à la fonction connect, quand mon signal sizeChanged va être émis, ma fonction updateSize va être appelée. En fait, elle reçoit le signal. Et donc, dans updateSize, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir changer de texture et je vais vouloir changer de collision shape. Ok, super. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que je récupère mon sprite et ma collision shape ici, dans des variables. Donc, je vais faire comme dans le tuto précédent, je drag and drop le nœud en faisant CTRL, hop, pour les deux. Voilà, ça va nous permettre de récupérer les références de ces deux-là. Je vais juste l'appeler sprite et collision shape. Voilà. Donc maintenant, dans mon update size, il va falloir que je mette à jour donc, la texture de ce sprite et la shape de cette collision shape. Avec quelles données? Eh bien, avec l'astéroïde size qui correspond à notre size qu'on a ici. Hein. Notre size ici, c'est une valeur entre 0 et 2 qui représente en fait un index dans cet array, finalement. C'est un preset, si vous voulez, de taille. Donc c'est une valeur entre 0 et 2 qui représente un index dans cet array. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire asteroid size array d'index size. Ça va me donner mon asteroid size. Donc j'ai asteroid size
ici, qui va être une variable que je vais déclarer là. Et donc ça va me donner un objet de type asteroid size, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, là, la ressource qui est là. Donc j'obtiens un objet de ce type-là, qui contient une texture et une shape. Et ça, je vais pouvoir l'appliquer. Donc je vais pouvoir dire sprite.texture égale asteroid size .texture et collision shape 2D.shape égale asteroid size .shape. Donc là, normalement, maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je vais changer la valeur de size, ici, ça devrait update et le sprite et la collision shape. Le seul truc, c'est que vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Donc là, si je change la taille, ici, je change à medium, pouf, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce que là, ce qu'on a fait ici, c'est dans le ready, vous voyez, le fait de connecter le signal. Or, ma scène, elle est déjà ouverte depuis un moment. Donc elle n'a pas appelé son ready. Dans l'éditeur, en fait, une scène, elle appelle son ready au moment où vous l'ouvrez, finalement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans l'éditeur, il n'a jamais appelé le ready. Enfin, plus exactement, il l'a appelé avant que je l'ai écrit. Donc vu qu'avant, je n'avais pas déclaré de fonction ready, en fait, il s'était juste rien passé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ferme ma scène astéroïde, je la rouvre. Et un truc intéressant qui se passe, c'est que vous voyez dans mon astéroïde, il ne s'affiche plus. Et si je vais dans mon transform, je vois ma position qui évolue au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'il faut faire un petit peu attention quand vous faites un tool à qu'est-ce qui s'exécute dans l'éditeur ou qu'est-ce qui s'exécute pas dans l'éditeur. Parce que là, dans mon tool, j'ai pas précisé qu'est-ce qui devait s'exécuter dans l'éditeur ou pas. Et donc, par défaut, tout s'exécute dans l'éditeur. Donc, ce qui veut dire que là, en fait, toute ma partie logique de déplacement, elle s'exécute dans l'éditeur. D'ailleurs, si je remets à 0 la position, vous voyez, on a bien notre astéroïde qui se déplace tout seul. Donc, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise... Donc là, je vais retourner dans mon astéroïde, et là, je vais lui changer 2-3 petits trucs. On va refermer ça, paf. Alors, là, il faut que je lui dise que dans l'éditeur, je veux pas qu'il exécute le physics process. Je veux pas qu'il y ait de physique dans l'éditeur. Donc, comment je peux savoir si je suis dans l'éditeur ou pas? Ça se passe ici. Donc, il faut que je fasse if engine. Donc, il y a une classe qui s'appelle engine.editor isEditorInt. Donc c'est une fonction qui me permet de savoir est-ce que je suis dans l'éditeur ou pas. Cette fonction, si elle me renvoie vrai, je suis dans l'éditeur. Si elle me renvoie faux, je suis dans le jeu. Donc là, si elle renvoie vrai, je suis dans l'éditeur. Donc si elle renvoie vrai, je veux mettre set physics process à false. Donc set physics process à false, ce que ça fait, c'est que ça désactive le physics process. Donc ça ne va plus s'exécuter. Donc, je retourne dans mon astéroïde. Je ferme la scène, je la rouvre. Hop. Et là, je vais remettre tout ça à 0. Très bien. Donc j'ai remis la position et la rotation à 0. Mon astéroïde est bien revenu au milieu. Il ne bouge plus. Tout va bien. Donc, on a notre astéroïde qui est là. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que, oui ou non, ça fonctionne de changer la taille? Donc là, si je change la taille, pouf, il y a effectivement tout qui se met à jour. Hop. Small, medium, big. Donc voilà, ce que j'ai fait me permet de changer la taille dynamiquement juste en changeant un petit paramètre qui est là. Le seul défaut de tout ça, c'est que Asteroid Size Array, si sa taille est inférieure à 3 pour une raison X ou Y, ça va vous renvoyer une erreur. Parce que vous allez essayer d'indexer un élément là, en faisant small, big ou medium, qui n'est pas dans l'array. Donc il faut s'assurer toujours que la taille que vous lui donnez, c'est un index qui est référençable dans cet array. Parce que mettons que, je sais pas, j'oublie un élément, je vire le dernier élément de l'array, il me reste que 2 éléments dans mon array. Si j'essaye d'indexer big, il va essayer d'indexer un truc qui n'existe pas dans l'array. Donc ça, il faut essayer d'éviter ce genre de situation en code, il faut essayer de prendre en compte tous les cas de figure et de renvoyer des erreurs quand il y a un cas qui va pas. Parce que sinon, le moteur va vous renvoyer une erreur, effectivement, ça va crash, mais ça va pas être une erreur très parlante. Donc ici, un truc qu'on peut faire, c'est dans le update size, dire si la valeur de size ne correspond pas à une valeur dans l'array. Donc si c'est pas une valeur qui est indexable dans cet array, on va renvoyer une erreur. Alors il y a deux manières de le faire. Vous pouvez soit le faire avec une condition, faire if, par exemple, je pourrais faire if size in range asteroid size array. Donc je veux savoir si size est un index de mon array possible. Donc je connais la taille de mon array en faisant sizeArray.size. Ça c'est une fonction qui vous renvoie la taille de votre array. Là, mon array il fait 3 éléments, ça va m'envoyer 3.
Donc ici, vous pourriez faire if size est supérieur ou égal à ça, ou que size est inférieur à 0. C'est qu'on n'est pas dans l'arrêt. Voilà. Puisque si size a une valeur inférieure à 0, ça veut dire que c'est une valeur qui est en dehors. Si size a une valeur supérieure ou égale à la taille de l'arrêt, c'est qu'on ne peut pas l'indexer dedans. Parce que la taille de l'arrêt, c'est 3. Donc on peut indexer 0, 1, 2, mais on ne peut pas indexer 3. Donc si c'est 3 ou plus, on ne peut pas indexer dans l'arrêt. Donc là, c'est qu'on a une erreur dans ce cas-là. On peut faire ça comme ça. Ou si on veut être encore plus malin, on peut le faire en une seule condition. On peut faire if size in range ça. Voilà, qui marche exactement pareil, parce que range nous renvoie un arrêt d'index possible dans size. Ça marche encore mieux. Donc ça, c'est si size n'est pas là-dedans. Donc je vais rajouter note. Note, c'est pour inverser une condition. Vous pourriez faire avec un point d'exclamation, ça reviendrait pareil. J'aime bien faire note. Donc ici, c'est que mon index size n'est pas valide dans mon arrêt astéroïde size array. Donc à ce moment-là, je peux renvoyer une erreur. Donc ce que je peux faire, c'est faire push error. Et ici, dire the given index isn't a valid asteroid size. The given size, pardon. On va dire ça. The given size value isn't a valid asteroid size index. Et là, je peux même lui donner la valeur de size. En faisant comme ça. On peut concaténer. Donc on peut faire ça, par exemple. Took. Par exemple. Donc je convertis ma taille en chaîne de caractères. Et je l'insère dans ma chaîne de caractères comme ça. Ça c'est pareil pour insérer des chaînes de caractères. Il y a plusieurs solutions, mais je ne vais pas venir là-dessus. Ça va être trop long. Ici, on peut faire comme ça, par exemple. Là, c'est juste pour indiquer qu'il y a eu une erreur. Et l'erreur, c'est que la valeur de size n'est pas bonne. Donc ça, c'est la première solution. Vous pouvez le faire avec un push error. Mais vous pouvez aussi tout faire en une seule ligne de code. Comme ça. En faisant un assert. Donc en fait, assert, ça sert à dire je fais une assertion. C'est-à-dire, je pars du principe que la condition que je vais lui donner est vraie. Si elle est fausse, il faut que le programme s'interrompe et que ça renvoie une erreur. Donc en fait, ça fait la même chose que ce qu'on a fait là en deux lignes, mais en une seule. Donc là, je lui donne la condition en premier, à mon assert. Donc la condition, c'est... Il faut que la condition soit vraie pour que ça ne me renvoie pas d'erreur. Donc il faut que je lui donne la condition quand elle est vraie. Donc je lui dis ça, sans le note. Et ensuite, je lui donne le message d'erreur. Donc virgule, le message d'erreur. Voilà, et je peux virer tout le reste. Donc là, ce qui se passe, c'est que il part du principe que size est dans array, et si c'est le cas, l'exécution continue, donc il va passer à la suite de la fonction. Si c'est pas le cas, il va interrompre l'exécution, et il va m'afficher le message d'erreur que je lui ai donné en deuxième argument. Voilà. On va tester ça, juste en rajoutant un élément dans size, mettons poet. Ok. Donc là, je vais aller dans astéroïde. Et je vais lui donner la valeur de poet. Et là, normalement, ça devrait me sortir une erreur. Voilà. Astéroïde script, astéroïde 44, assertion failed. Donc là, il me dit que l'assertion a échoué. Ça veut dire que la condition que je lui ai donnée dans l'assertion est fausse. Et il me donne bien le message d'erreur. The given value 3 isn't a valid asteroid size index. Donc il me dit bien que je peux pas indexer mon arrêt. Donc voilà, ça fonctionne, c'est très bien. Donc je vais virer mon poet. Bon, ça, c'était pas forcément nécessaire pour que le jeu fonctionne, mais c'est quand même bon à savoir. Mais vous allez voir que quand la codebase de votre jeu, elle grandit, avoir des bons messages d'erreur comme ça que vous vous êtes fait, c'est hyper utile parce que ça va vous faire gagner un temps fou au débugage. Et surtout, vous pouvez vous assurer que vous avez bien les valeurs attendues en fait. Si vous n'avez pas les valeurs attendues, vous allez envoyer des erreurs. Ok, donc maintenant on a un astéroïde qui peut avoir 3 tailles différentes en fonction de sa taille ici, qu'on lui définit ici, de sa propriété de taille. Et bah c'est super, donc ça veut dire que je veux pouvoir faire spawn des astéroïdes de différentes tailles donc. Donc déjà maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est que plutôt que de toujours spawn des astéroïdes de grande taille, tu vas spawn des astéroïdes de taille aléatoire. Ok. Donc dans le level,
dans ma fonction spawn astéroïde, ici, je vais rajouter un petit truc qui lui dit la taille que je veux lui donner. Donc là, par exemple, je vais faire astéroïde.size. Là, je veux une valeur entre 0 et 3. Mais attention, parce que si je fais entre 0 et 3, c'est très arbitraire. Je pourrais faire ça. Je pourrais lui déterminer Randy Range, par exemple, et lui donner une valeur entre 0 et 3. Ça marche. Le problème de faire ça, c'est que, 3, d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est 0? Qu'est-ce que c'est 3? Je sais pas. Moi, ce que je voudrais, c'est lui donner une valeur aléatoire dans mon enum astéroïde size. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une class name à mon astéroïde. Comme ça, je pourrais le référencer. Donc, je vais faire astéroïde, comme ça. Donc, ça, c'est un type que je donne à mon astéroïde. Donc, maintenant, mon astéroïde est de type astéroïde. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir demander dans mon level. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais référencer astéroïde avec une majuscule. Parce que là, je référence plus mon objet astéroïde que j'ai là. Je référence la classe astéroïde. Donc là, je suis en train de demander à la classe astéroïde. Donc c'est pas à une instance précise, mais vraiment au modèle de l'objet. Et quand vous faites ça, vous avez le droit d'accéder que aux constantes et aux enums. Vous n'avez pas le droit d'accéder aux variables, puisque c'est la classe, c'est pas une instance. Les variables, elles varient d'une instance à l'autre. Mais les constantes et les enums ne varient pas. Donc on a le droit de faire ça. On va chercher dans la classe astéroïde l'enum size. Ok. Et on veut la taille de ce truc-là, en fait. On veut la taille de l'enum size. Donc là, je vais juste faire Randy Range. Et je veux une valeur entre 0 et ça. Alors, je ne me souviens plus si la fonction Randy Range, elle inclut la valeur maximum ou pas. Donc on va aller vérifier. Faire CTRL-clic dessus, Randy Range. Return the random signed 32-bit integer between from and to inclusive. Donc ça inclut la dernière valeur. Nous, on ne veut pas inclure la taille de size parce qu'on veut une valeur entre 0 et 2. Et la taille de size, c'est 3. Donc là, on va faire taille de size moins 1, ici, pour que ça fonctionne. Et donc voilà, ça va déterminer la taille de notre astéroïde. Donc maintenant, normalement, ce qui va se passer, c'est que nos astéroïdes, ils vont spawn à des tailles aléatoires, en fait. Donc on peut tester ça. On lance le jeu. Et effectivement, quand je spawn des astéroïdes, ça spawn à des tailles aléatoires. Nickel. Bon, maintenant, ce qui me reste à faire, le plus important, c'est de faire en sorte que quand je détruis un astéroïde, il fasse spawn des astéroïdes plus petits. Donc déjà, pour ça, il faut que je puisse détecter un astéroïde avec un projectile. Donc je vais retourner dans ma scène projectile. Ma scène projectile, jusque-là, elle n'était pas capable de détecter les autres nœuds. Parce que ma scène projectile, ici, c'est un node 2D. On n'en a pas fait un truc qui est capable de détecter quoi que ce soit. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change le type de projectile. Je vais changer son type. Et je vais en faire une Aria 2D. Voilà. Mon projectile, ça va être une Aria 2D, comme pour l'astéroïde. Une Aria, qu'est-ce qu'on a dit? Une Aria, elle a besoin d'une collision shape pour pouvoir détecter ce qu'il y a dedans. Donc je vais lui donner une collision shape. Je vais lui donner une shape qui va de forme circulaire, qui va faire cette taille là à peu près. Voilà. Même pas cette taille là. Voilà, donc ça c'est la zone de détection de mon projectile. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise ce projectile, il est capable de détecter uniquement les astéroïdes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le tuto précédent. Donc il faut que j'aille dans les layers de collision de mon objet, ici, et que je lui dise ça, c'est un projectile, c'est pas un player. Donc je décoche player dans le layer, je coche projectile. Et dans le masque, le masque, c'est ce que je cherche à détecter. Donc je veux pas détecter le player, je veux détecter les astéroïdes. Ok. Donc ici, je détecte les astéroïdes et je suis sur le layer projectile, ce qui est logique. Ok, donc maintenant mon projectile, il faut qu'il soit capable de détecter quand il touche un astéroïde. Donc rien de plus simple, on sait déjà le faire. Je vais cliquer sur mon projectile, je vais aller dans nœuds, dans signaux. Et ici, attention, on veut détecter une aria parce qu'on veut détecter un astéroïde qui est une aria. C'est pas un body, astéroïde, c'est une aria. Donc on veut faire aria entered. On a aria entered tout en haut. Je connecte, projectile on aria entered. Très bien, on va laisser les trucs par défaut. Il va me créer une fonction onAreaEntered. On a notre aria ici. Et là, je vais vérifier que mon aria, if aria is astéroïde, puisqu'on lui a donné un type tout à l'heure, aria.destroy. Maintenant, la fonction destroy de mon astéroïde. Je n'ai pas de fonction destroy jusque-là. Il va falloir que je code une fonction destroy. Donc, on va coder une fonction destroy.
Ici, ma fonction destroy, pour l'instant, elle va faire queue-free. Comme pour le joueur, pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est éliminer l'astéroïde. Donc ce que je veux tester, c'est est-ce que quand je tire un projectile sur un astéroïde, ça le détruit. Donc déjà, on va retourner dans le level. On va lancer le level. Bon, pour l'instant, c'est un peu chaud à tester parce que les astéroïdes, ils spawnent quand tu appuies sur la touche entrée. Mais effectivement, ils se détruisent bien. Donc ça fonctionne bien. Là, ils se détruisent. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire pour vraiment tester le jeu, ça serait que plutôt que de spawn les astéroïdes sur la touche entrée, comme on l'a fait jusque-là, on ait un truc qui nous dise tous les temps de secondes, tu fais spawn un astéroïde. Alors comment on fait ce genre de choses? Très simple, on a un nœud pour le faire qui s'appelle un timer. Donc on va ajouter un nœud dans le level qui s'appelle timer. Je vais plus vite hein, parce que tous ces trucs-là, on a pas mal pratiqué déjà, donc je vais un peu plus vite. Ce truc-là, il va s'appeler spawn timer. On pourra le mettre dans le dossier astéroïde, comme ça on sait que c'est pour spawn des astéroïdes. Ça me paraît sensé. Je vais retourner dans l'inspecteur pour vous montrer. Un timer, c'est un minuteur en fait. C'est comme un minuteur de cuisine, si vous voulez. Il va juste vous envoyer un signal quand le minuteur sera terminé. Par défaut, le timer, il boucle. C'est-à-dire que quand il est terminé, il revient à son temps de début. Donc, par exemple, si vous mettez 1 seconde, quand la seconde est terminée, il vous envoie timeout, et il revient à 1 seconde. Et il recommence. Si vous voulez pas ce comportement-là, vous cochez one shot. Nous, on veut laisser ce comportement-là. On veut qu'il se répète. Deuxièmement, vous avez le auto start. Par défaut, le timer, il ne se starte pas tout seul. Il faut que vous lui disiez déclenche-toi avant qu'il se déclenche la première fois. Nous, on veut qu'il se déclenche tout seul ici. Donc on va mettre auto start à vrai. Maintenant que ça c'est fait, je vais connecter le signal timeout de mon timer pour savoir quand je dois spawn un astéroïde. Donc je connecte ça à mon level. On spawn timer timeout. Ouais, parfait. Pouf. Ce truc-là, il va faire spawn astéroïde. Donc quand le timer de spawn se termine, on va spawn un astéroïde. Pareil ici, dans les améliorations que vous pourriez faire, par exemple, vous pourriez déterminer, à chaque fois que le spawn timer se termine, vous mettez un petit aléatoire sur le timer, comme ça, il spawn pas régulièrement. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que toutes les secondes, il va me spawn un astéroïde. D'ailleurs, on pourrait un peu paramétrer ça, dire plus le jeu avance, plus ça va vite, ce genre de choses. Ça, c'est des améliorations que vous pouvez faire de votre côté, si vous avez envie. Et n'hésitez pas à les faire, comme je vous disais, plus tôt dans le tuto. Plus vous faites des choses par vous-même, plus vous allez vraiment emmagasiner les informations. Et c'est comme ça que vous allez vraiment digérer, ingurgiter les informations et que vous êtes capable de les refaire ensuite, quoi. Donc voilà, là, toutes les secondes, il me fait spawn un nouvel astéroïde. Ok. Bah, ça marche pas mal. Super, donc maintenant, je peux détruire mes astéroïdes. Et toutes les secondes, il me les fait spawn. Donc là, ça commence à ressembler un peu plus à un jeu, hein, déjà. Maintenant, pour que la boucle de gameplay marche complètement, il manque que 2 éléments, finalement. Il manque que les astéroïdes soient capables de se diviser en plus petits astéroïdes. Et 2, que quand on meurt, on puisse redémarrer. Et c'est les 2 trucs qu'on va faire pour finir ce jeu. Et comme je vous disais, on va pas aller loin dans le polish du jeu, c'est-à-dire dans le game feel, dans tous les petits trucs que vous pouvez faire, le compteur de points, etc. Ça sera à vous de le faire si vous avez envie. Donc maintenant, comment on fait pour que notre astéroïde il fasse spawn plus d'astéroïdes finalement? Bon, pour ça, il va falloir que je dise à mon astéroïde, avant qu'il soit queue-free, qu'il a été détruit. Donc, on va mettre un signal qui va s'appeler destroyed. Destroyed. Donc, dans mon astéroïde, je vais avoir un signal destroyed qui va être émis juste avant de queue-free l'astéroïde. Donc, je vais faire destroyed.emit. Donc là, j'émets le signal destroyed, hein, juste avant de free l'astéroïde. Alors, je le fais pas après parce que potentiellement, cette ligne risque de ne jamais s'exécuter s'il est free avant. Hein, faut bien le faire avant parce que sinon, vous n'allez jamais exécuter le signal. Et ensuite, dans mon level, alors le jeu, ça va être de dire, bon, quand un astéroïde est détruit, donc quand je reçois le signal destroyed, il faut que je fasse spawn des astéroïdes plus petits que l'astéroïde que j'avais avant. Mais ça tombe bien parce que faire spawn un astéroïde, on sait déjà faire. Le souci, c'est que là, pour l'instant, on les spawn uniquement sur la bordure. Donc il va falloir qu'on modifie un tout petit peu notre code pour que ça soit pratique. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse récupérer le signal destroyed de l'astéroïde. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter là dans spawn astéroïde le fait de connecter le signal. Donc là, je le fais via le code, comme la dernière fois. Je fais astéroïde.destroyed. Donc le signal destroyed de notre astéroïde. Destroyed.connect. Ok. Donc je vais connecter le signal destroyed de l'astéroïde à une fonction qui va s'appeler onAsteroidDestroyed, par exemple. Ok.
Et là, le truc, c'est que j'aimerais bien savoir quel astéroïde est détruit, parce que j'aimerais bien savoir de quelle taille il est. Parce que je vais vouloir faire spawn des astéroïdes qui sont plus petits que l'astéroïde qui a été détruit. Donc je vais avoir besoin de sa taille, en fait. Donc comment je fais ça? Là, dans cette fonction, il faudrait que je connaisse soit la taille de l'astéroïde, soit, encore mieux, que j'ai la référence du nœud astéroïde qui vient d'être détruit. Comme ça, je vais pouvoir lui demander sa taille. Il se trouve que dans Connect, vous pouvez faire ça. Donc là, dans ma fonction Connect, je vais lui passer évidemment la fonction qui doit recevoir le signal. Donc là, on a connecté notre signal en lui disant telle fonction va réagir à ce signal. Donc quand je vais émettre le signal, la fonction onAsteroidDestroyed va se déclencher. Ce que vous pouvez rajouter, c'est que vous pouvez, sur une fonction, mettre bind. Vous pouvez ajouter des arguments à une fonction. Et là, en fait, je vais lui bind astéroïde. Je vais lui donner la référence de l'astéroïde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, quand ma fonction va être appelée, AsteroidDestroyed, elle va être appelée avec comme argument la référence de l'astéroïde qui a émis le signal. Donc ici, je vais savoir qui émet le signal. Donc là, je vais avoir la référence de l'astéroïde grâce à ça. Donc là, au moment de connecter le signal, je passe à mon callback, donc à ma fonction qui reçoit le signal, la référence de l'astéroïde qui émet le signal. Comme ça, je sais lequel vient d'être détruit, en fait. Donc maintenant, on sait quel est l'astéroïde qui a été détruit. Très bien. Maintenant, il faut que je fasse spawn des astéroïdes plus petits. Et ici, vous voyez, ce qui est un peu bête, c'est que notre fonction spawn astéroïde, elle fait forcément spawn notre astéroïde sur le bord. On ne peut pas s'en servir pour faire spawn un astéroïde là où on veut. Ce qui serait pratique, c'est de séparer la partie. Je génère un astéroïde sur le bord et je lui donne une direction, etc. Et la partie, juste, je fais spawn cet astéroïde à ce point-là. En fait, là, ce qui se passe, c'est que notre fonction spawn astéroïde, elle fait trop de choses à la fois, parce que je peux pas réexploiter la logique qui est dedans. Là, j'ai envie de réexploiter la logique qui consiste à ajouter un astéroïde à un endroit précis, et lui avec une direction précise, et le spawn, quoi. Mais je veux que ça soit décorrélé de l'aspect, ça spawn sur un bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper la fonction spawn astéroïde en deux fonctions, en fait. Je vais avoir la fonction spawn astéroïde qui va me faire spawn un astéroïde à un endroit précis. Et je vais avoir une fonction qui va s'appeler par exemple spawn astéroïde on border. Ce qu'on va faire tout de suite. Je vais faire une fonction func spawn astéroïde on border. Ok. Cette fonction, pour l'instant, on va mettre tout ça dedans. Là, je vais faire CTRL-X, CTRL-V. Voilà. Pour l'instant, elle fait tout ça. D'accord? Donc pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Ce qui se passe par contre, c'est que moi, je veux pouvoir dire la partie juste ajouter l'astéroïde, tu vas la faire dans spawn astéroïde. Donc tout ça là, le fait de créer une nouvelle instance d'astéroïde, de l'ajouter dans le astéroïde container, de lui donner sa position, de lui donner sa rotation, de lui donner sa taille et de lui connecter Destroyed, tout ça, je voudrais que ça soit dans une autre fonction, dans la fonction spawn astéroïde, qui serait là. Mais le truc, c'est que là, je vais avoir besoin des données là, de points, de rotation, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un argument. Je vais lui passer la position à laquelle tu vas spawn, donc vecteur 2. Je vais lui passer la direction, donc ça, je vais l'appeler juste dire, ça va être un vecteur 2 aussi. La direction dans laquelle tu te diriges. Hein. Je vais lui passer la taille que doit avoir l'astéroïde, qui va être astéroïde size. Que ça soit une valeur de mon enum size. Ok. Et ça va me permettre de spawner un astéroïde à un endroit précis, avec une direction précise et avec une taille précise. Ok, donc ça va être méga réutilisable. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que dans ma fonction spawn astéroïde on border, je lui détermine à quel endroit je le spawn, avec quel angle, tout ça, et à la fin, je lui dis, bah spawn-le à cet endroit-là. Donc à point, avec tel angle. Donc là, il faudrait que je calcule la direction. Donc là, la direction, là, il faut que je la calcule ici, en fait. Donc là, j'aurai... Donc là, je vais avoir astéroïde dir qui va être ça. Donc là, je vais lui passer la direction. Ok. Et donc là, je lui dis la direction de l'astéroïde, c'est dir. Très bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il me manque plus que la taille. Et la taille, ici, on a dit, pour l'instant, on veut un random. Donc ça, c'est la taille que j'ai ici. Ok. Donc là, je vais dire astéroïde size. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le random qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc là, ça revient au même que tout à l'heure, mais sauf que toute la logique de spawn l'astéroïde lui-même, elle est dans une autre fonction. J'ai mis point au lieu de pause, pardon.
Donc j'ai mon spawn astéroïde on border qui, comme son nom l'indique, va faire spawn mon astéroïde sur le bord. Il va déterminer un point sur le bord, il va lui donner sa direction, il va lui donner sa rotation, il va lui donner sa taille aléatoirement. Et ensuite, il le fait spawn grâce à la fonction spawn astéroïde. Mais l'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant je vais pouvoir utiliser spawn astéroïde. Mais quand un astéroïde est détruit en fait. Quand un astéroïde est détruit, je vais pouvoir lui dire tu fais spawn un autre astéroïde à cet endroit-là, avec telle direction, avec telle taille. Ok. Alors, on va retirer la fonction input parce qu'on n'en a plus besoin du tout. La fonction input, c'est un truc de debug pour faire spawn les astéroïdes. Ça, on retient. Maintenant, quand le spawn timer timeout se termine, on veut spawn astéroïde on border. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on doit spawn un nouvel astéroïde, on va le faire sur le bord. Maintenant, par contre, quand on reçoit le signal destroyed d'un astéroïde, quand un astéroïde vient d'être détruit, finalement, ce que je veux faire, c'est spawn des astéroïdes plus petits que l'astéroïde en question. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, si ta taille, c'est supérieur à 0, parce que si c'est 0, c'est la taille la plus petite, on ne peut pas faire plus petit, il se passe rien. Donc si ta taille est supérieure à 0, tu vas faire spawn entre 2 et 3, on va dire, nouveaux petits astéroïdes. Ok? Donc alors, on va essayer de faire ça un peu vite. Donc, on va lui dire, if la taille de l'astéroïde qui vient d'être détruit, point size, est supérieur à 0, à ce moment-là, on va spawn entre 2 et 3 nouveaux astéroïdes, on va dire. Donc on va faire NB nombre de spawn, on va dire, qui va être une valeur comprise entre 2 et 3, hein, on va dire, hein, entre 2 et 3. Une valeur aléatoire. Et donc, on va faire pour chaque nombre de spawns qu'on doit faire, on va se faire spawn un astéroïde. Donc je vais faire for i in range nombre de spawns. À ce moment-là, je vais spawn un astéroïde. Donc je vais faire spawn astéroïde. On connaît la position de l'astéroïde qu'on veut faire spawn, puisque c'est la position de l'astéroïde ici. Je vais faire ça, point global position. Pour la direction, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît la direction dans laquelle est tourné l'astéroïde qui vient d'être détruit. Donc je pourrais lui donner, par exemple, 90 degrés plus une petite rotation aléatoire. On pourrait même réutiliser la direction de variance qui est ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir sa direction. Donc la direction qui va être astéroïde.direction. Et on veut tourner cette direction à 90 degrés dans un sens ou dans l'autre, aléatoirement. Je vais lui donner une rotation qui va être égale à 90 degrés. Plus la même chose que ce qu'on fait là, ici, là. Donc ça, c'était l'opération qui nous permettait d'avoir le petit angle à 15 degrés de variance, là. Donc on va faire la même chose que ça, on va lui donner une petite variance de 15 degrés dans un sens ou dans l'autre. Et à cette rotation, je vais lui donner un signe aléatoire, donc ça va être soit 90 degrés dans le sens horaire, soit 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc il faut que je le multiplie par un signe aléatoire. Donc il y a plein de solutions pour avoir un signe aléatoire, mais un truc que j'aime bien faire, c'est je fais random sign, par exemple. Je déclare un signe aléatoire. Un truc que tu peux faire, c'est par exemple -1, 1, et tu fais pick random. Donc pick random, c'est une fonction qu'il y a dans les arrays. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré un array qui contient juste -1 et 1. Et je lui dis, bah, pick-en un aléatoire parmi ces deux-là. Donc là, j'ai un signe aléatoire. Et ça, je vais l'appeler rotation, rotdeg, rotation en degrés. Parce que nous, il nous faut la rotation en radians. Et donc la rotation finale, ça va être rotdeg fois random sign. Mais le tout converti en radians. Parce qu'on a besoin de radians, au final. Je vais faire deg to rad pour convertir en radians. Hop. Ok. On obtient la rotation finale, la rotation qu'on va utiliser. Donc ma direction, c'est la direction de l'astéroïde d'origine, tournée de ma rotation. Donc ça va être tourné de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre, plus la petite variance. Voilà. Comme ça évite d'avoir exactement la même direction que la trajectoire originelle de l'astéroïde. Ça va faire des astéroïdes qui vont partir plutôt sur les côtés. Donc voilà, on a la position, on a la direction. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la taille. Et la taille, c'est hyper simple. C'est astéroïde size. Astéroïde.size. -1. Puisqu'on veut des astéroïdes qui sont une taille plus petite que l'astéroïde qu'on avait déjà. Ok, alors on va essayer ça.
Alors ça a marché, mais ça va envoyer des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est intéressant. Alors on a une erreur qui nous dit Can change the state while flashing queries. Use call deferred or set deferred to change monitoring state instead. Ok. Donc ça, c'est une erreur classique de Godot. Je ne l'ai pas abordé jusque-là parce que vous n'avez pas besoin de connaître la tambouille interne de Godot jusque-là. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'ajouter plusieurs enfants dans le même tick. Donc dans le même tick, on essaye d'ajouter plusieurs astéroïdes. Or, ces astéroïdes, c'est des objets physiques. Et les objets physiques dans Godot, ça prend un peu de temps à ajouter. Et donc, ajouter trop d'objets physiques en même temps, le moteur, il aime pas trop. Et ça peut causer des problèmes. Ça peut causer cette erreur, justement, can change the state while flashing queries. En fait, il n'arrive pas à changer l'état physique de l'objet tout en l'ajoutant. Parce qu'il y en a trop en même temps, il y a trop de requêtes en même temps, en fait. Donc, pour éviter ce problème-là, on a, c'est ce que nous dit l'erreur d'ailleurs, on peut utiliser la fonction callDeferred. Donc là, en fait, plutôt que de directement appeler addChild, ce que je vais faire, c'est que je vais faire addChild.callDeferred et je vais lui passer l'argument. Donc en fait, ce que ça fait là, la fonction callDeferred, c'est que plutôt que d'exécuter immédiatement le addChild, comme on l'aurait fait normalement, le moteur, quand tu lui dis de addChild, il le fait immédiatement. Ici, ce qu'il va faire, c'est que c'est un peu comme pour le queueFree, ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est que là, le moteur va mettre tout ça dans une liste, et dès qu'il aura du temps de calcul de dispo, il va appeler addChild. Donc voilà, c'est le moteur qui va s'occuper de dire, bon bah là, je peux ajouter un objet physique, je le fais. Mais il le fera seulement quand il pourra, quoi. Du coup, on n'aura plus ce problème-là. Donc on efface, on relance le jeu. Alors là, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe un truc. Donc ça fonctionne bien, on n'a plus d'erreur. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où mon astéroïde, il génère des astéroïdes plus petits, comme mon projectile, il n'est pas détruit, les projectiles plus petits, ils sont détruits par le projectile, en fait. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est simplement que je dise, quand le projectile, il collisionne avec un astéroïde, il va aussi s'éliminer lui-même. Il va se détruire. Donc je rajoute queueFree dans le script du projectile pour dire dès que tu touches un astéroïde, tu détruis l'astéroïde et tu te détruis toi-même. Donc on y retourne, on relance le jeu. Bon, maintenant, je sais pas si vous avez repéré un truc, mais il y a un problème. Bon, déjà, il me génère pas forcément des astéroïdes enfants, c'est un peu bizarre. Et ensuite, deuxièmement, l'autre problème, c'est que des fois, c'est que là, il me génère plus que des astéroïdes de grosse taille. Alors comment ça se fait? En fait, c'est simple, c'est par rapport à ce qu'on vient de changer là. Parce que vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que comme j'ai fait un callDeferred sur le addChild, il n'est pas forcément exécuté immédiatement. Il peut être exécuté plus tard par le moteur. Le moteur décide quand est-ce qu'il va l'exécuter. Et le truc, c'est que du coup, si le moteur il décide de délayer le fait d'ajouter l'enfant, quand je vais changer la taille de l'astéroïde, ici, en faisant astéroïde size égale size, l'enfant il n'a pas encore forcément été ajouté dans l'arbre. Donc en fait, quand je vais arriver ici, je vais changer la taille de size, il va émettre le signal size changed, ça va marcher. Mais sauf que, comme l'enfant il n'est pas encore dans l'arbre, il n'a pas encore appelé la fonction ready, et donc du coup il n'a pas encore connecté le signal size changed, et donc du coup il update pas la taille. Donc un truc simple que je peux faire, c'est juste lui dire, dès que tu es ready, tu vas faire update size. Comme ça je suis sûr qu'il applique bien la taille de l'astéroïde, même si la taille de l'astéroïde lui a été donnée avant qu'il arrive dans l'arbre. Et voilà, là on a à nouveau des astéroïdes de taille comme on veut. On a des petits, on a des gros, et les gros font spawn des astéroïdes plus petits. Donc ça fonctionne. Donc là on a un gameplay qui est fonctionnel maintenant. On a la boucle de gameplay qui fonctionne. Évidemment, vous pouvez tweak plein d'éléments de gameplay pour rendre le jeu beaucoup plus agréable, et ça sera à vous de le faire, comme je vous disais, typiquement en changeant la vitesse des astéroïdes. Vous pourriez mettre un peu de random sur leur vitesse, ou faire en sorte que la vitesse diminue quand vous détruisez des astéroïdes. Vous avez plein d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour rendre le jeu beaucoup plus agréable et tout. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est un boulot de game designer, en fait. C'est de décider, de faire des petites décisions de design qui vont avoir un impact final sur le plaisir de jeu, finalement. Et je voulais pas trop rentrer là-dedans dans cette série parce que ça va nous faire perdre pas mal de temps. Ce qui nous intéressait surtout, c'est d'apprendre à développer des jeux. Donc surtout la partie développement. Tout ce qui est partie game design, je vais vous laisser faire vos petites expérimentations de votre côté. Ici, nous, on veut juste avoir une boucle de gameplay qui fonctionne. Et là, c'est le cas. Donc nous, dans ce tuto, on n'ira pas plus loin sur tous ces petits réglages que vous pourrez faire pour rendre le jeu mieux. Je vous laisse le faire de votre côté. Nous, ici, ce qu'on va faire maintenant,
c'est rajouter les 2-3 petits derniers éléments qui me manquent pour que ça soit vraiment un jeu, finalement. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter le visuel du background. Donc, on va faire ça. Donc, dans le level, je vais rajouter le background. Donc, je vais aller dans le dossier scène. Je vais enlever ma recherche. Là, dans le dossier scène, j'ai mon dossier level. Et là-dedans, je vais rajouter un dossier qu'on va appeler background. Non, qu'on va appeler sprites, pardon. Sprites. Et dans ce dossier sprites, je vais mettre le background. Donc le background, il est dans le dossier tuto. Il est là. Donc vous pouvez juste le drag and drop dans le dossier, voilà. Et ensuite, autre petite astuce que vous pouvez faire, que je ne crois pas vous avoir montré jusque-là, c'est que vous pouvez prendre votre texture ici, et juste la drag and drop, hop, paf, et en fait, automatiquement, ça va m'ajouter le sprite background, ce qui est très très pratique. On va juste s'assurer que ce background, il est bien rendu derrière le reste. Donc dans ordering, je vais mettre z-index à -1. Comme ça, on est sûr qu'il est bien rendu derrière les astéroïdes et le perso. Donc ça, c'était pour avoir le background. Ça coûte pas cher. Maintenant, le dernier truc qu'on va faire, c'est rajouter un menu qui va nous dire que on est mort et que donc on peut recommencer la partie finalement. Donc là, on va faire notre première UI à proprement parler, même si elle va être très très simple. Et donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau canvas layer dans le level, hein, un canvas layer qui va s'appeler restart. On va l'appeler game over plutôt. Game over, voilà. Donc ici, on va aborder un petit peu les nœuds qui servent à faire de l'UI, c'est les nœuds de type contrôle. Et ici, on va un peu plus rentrer dans le détail de comment ils fonctionnent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un nœud de type contrôle ici. Et on l'a déjà fait dans le tuto précédent, on va lui dire de prendre toute la taille de l'écran. Et c'est comme ça qu'on fait, donc on va dans les presets et on lui dit rectangle complet. Et voilà, là, il prend toute la taille de l'écran. Et si on veut, on peut rajouter le petit lock, comme ça, il ne peut plus bouger. Il est fixé à la taille de l'écran. Donc ça va être notre conteneur, notre nœud qui va contenir tout le game over finalement. Et dans le game over, qu'est-ce qu'on va mettre je pense qu'on va mettre un petit texte genre game over et ensuite un bouton avec marqué restart quoi. Donc ce que j'aimerais bien, c'est afficher game over ici, un texte qui dit game over là, et juste en dessous un bouton qui me dit est-ce que je peux restart ou pas. Donc là je vais l'appeler game over. Là, on va peut-être l'appeler game over layer et border layer, comme ça on garde la même nomenclature. Voilà. On va les mettre ensemble. Game over layer, border layer, je vais les mettre à peu près au même endroit, voilà. Comme ça, c'est un peu plus rangé. Et donc, dans mon game over layer, je vais avoir mon nœud game over qui va contenir tout le game over dedans. Et dans ce game over, donc du coup, je vais avoir deux éléments. Je vais avoir un texte et un bouton. Ok. Alors, on pourrait juste ajouter du texte comme ça, donc avec un label, par exemple. Donc, un label, c'est un truc qui sert juste à afficher du texte. Donc je vais mettre un label qui dit Game Over. Voilà. Et on pourrait le drag and drop et le mettre au milieu. Ou alors dire place-toi au milieu de l'écran, comme ça. Et après le placer comme ça. Ça fonctionne, mais c'est pas très dynamique. Ça veut dire que si par exemple je change la taille de la résolution de mon jeu, il va falloir que je refasse ce menu-là. Et ça va être vrai pour tous les menus du jeu. Donc en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les containers qui nous permettent de faire justement des dispositions dynamiques. Donc moi je vais ajouter deux trucs, un label et un bouton, et ensuite je vais essayer de le rendre dynamique. Donc je vais ajouter un nœud bouton, hein. Donc c'est button, avec deux T, pardon, button, voilà. Et là ce button, on va lui donner comme texte retry. Ok, je pourrais le mettre là pour l'instant, ok. Donc moi j'aimerais bien que ces deux trucs qui sont l'un au-dessus de l'autre, à peu près disposés comme ça, on va dire. Peut-être le game over, on pourrait le mettre plus grand. Un theme override, on va aller dans font. Dans font size, on va cocher ça et on va grandir. On va lui mettre une grosse fonte. Genre 30 pixels, voilà. Donc game over c'est gros. Et après on a un retry qui va être plus petit. On va pas faire un truc très joli, on s'en fiche. Hein. On veut un truc déjà fonctionnel, ça sera déjà bien. Donc, comment je fais en sorte que mes éléments ils soient centrés et ils soient l'un au-dessus de l'autre de manière bien dynamique. Alors déjà, pour mettre des éléments les uns au-dessus des autres, on a un conteneur qui sert à faire ça, qui est là, qui s'appelle VBox Container, qui est là. Vous pouvez ajouter un VBox Container, et je mets mes deux éléments dedans. Et vous allez voir, en fait, ce que fait le VBox Container, c'est que automatiquement,
il va donner une position à ces deux éléments sous forme de ligne en fait. Donc il va les aligner verticalement, comme ça. Et donc quand je vais bouger mon VBox Container, il va bouger tous ses enfants. Donc en bougeant le VBox Container, je bouge tous les enfants. Et en fait, ça dépend de l'ordre dans lequel ils sont ajoutés dans l'arbre. Donc par exemple, si mon label il est en premier, il va s'afficher en premier, mais s'il est en deuxième, vous voyez, c'est d'abord le retry qui va s'afficher et ensuite le game over. Nous, on veut bien ça dans ce sens-là pour l'instant, donc on va laisser tel quel. Maintenant, j'aimerais bien que ça soit centré. Donc je vais rajouter un autre container qui s'appelle Center Container. On cherche Center Container, voilà. Je vais mettre tout ça dans le Center Container. Et le Center Container, là, il me centre rien du tout. Comment ça se fait? C'est bizarre. En fait, c'est parce que le Center Container, il fait pas toute la taille de l'écran. Là, le Center Container, ce que vous voyez en orange, c'est sa taille à lui. Et en fait, il centre ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans sa taille à lui. Mais comme sa taille est petite, ben, il fait ce qu'il peut, quoi. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise, le Center Container, il doit faire toute la taille de l'écran, et il va centrer son contenu au milieu de lui. Donc il faut que je lui dispose pour le mettre à toute la taille de l'écran, voilà. Et effectivement, il me centre bien mon contenu au milieu. Maintenant, j'aimerais bien peut-être mettre un peu plus d'espace vertical entre le game over et le retry. Donc dans le VBox Container, ce que je peux faire, c'est aller dans Sim Override. Et là, dans les constantes, j'ai la séparation que je peux augmenter. Et on va mettre comme ça, par exemple. Voilà. Alors, un truc à noter, c'est qu'avec les containers, une fois que vous avez déterminé un container, vous voyez, si j'essaye de bouger le label, là, il me renvoie un warning, il me dit « Children of a container get their position and size determined only by their parent ». Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux plus bouger moi-même la position du label exactement, puisque c'est le conteneur parent qui le détermine. C'est à ça que servent les conteneurs. En fait, les conteneurs, ils servent à déterminer les positions et les tailles de leurs enfants de manière dynamique. Donc là, en fait, tout s'adapte à la taille de l'écran. Si je change la taille de l'écran, ça va tout changer en conséquence. Ça fait vraiment des UI dynamiques. Et en plus, ça m'assure que tout est centré, que tout est aligné correctement. Donc voilà, donc j'ai mon game over, j'ai mon bouton, et maintenant je veux dire, quand j'appuie sur le bouton retry, ça relance la scène. En fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir connecter le bouton retry. Donc ça va être, je vais l'appeler retry button par exemple. Donc je veux savoir quand ce bouton est pressé, et dire quand ce bouton est pressé, il faut qu'on relance la scène. Donc je vais aller dans nœud, je vais connecter son signal pressed. Donc les boutons, ils ont un signal qui est émis quand ils sont pressés, qui est pressed. Je vais connecter à mon level, et je vais y mettre on retry button pressed. Voilà. Donc là, ça va me dire quand est-ce que mon retry button va être pressé, et quand il va être pressé, je vais vouloir redémarrer le niveau finalement. Recommencer à zéro. Et donc là, ce que je peux faire, c'est, pour redémarrer le niveau, ce qu'on peut faire, c'est get.tree.reload current scene. Donc ça prend la scène actuelle et ça la remet à zéro finalement. Et maintenant, mon game over, on veut l'afficher que si on est mort. Donc il va être caché par défaut. Je vais lui faire access as unique name, comme ça je pourrais y accéder depuis le level. Dans le level, je vais lui donner la référence de mon game over. Donc je vais faire contrôle, je drag and drop. Donc j'ai mon game over qui est là. Et en fait, quand le joueur va être mort, je vais afficher le game over, tout simplement. Donc il faut que je sache quand le joueur meurt. Donc pour savoir quand le joueur meurt, comment on fait? Toujours pareil, il nous faut un signal. Donc il nous faut un signal destroyed. Hop. Signal qu'on va émettre quand on est détruit. Donc juste avant d'être détruit, on va faire un destroyed emit. Voilà. Ce signal-là, on va le connecter dans le level. Donc destroyed.connect level onPlayer destroyed. Parfait, je connecte. Et quand le player est détruit, on va faire game over. .setVisible. True. Alors je crois que vous pouvez aussi, plutôt que vous pouvez faire setVisible true ou false, qui permet de rendre visible ou invisible. Et vous avez aussi d'autres fonctions qui permettent de faire la même chose. Vous avez hide qui permet de cacher. Donc ça fait setVisible false en fait, hide. Et vous avez show qui permet de montrer. Ça revient à faire setVisible true. Voilà, c'est une autre manière de faire. C'est vrai que c'est plus concis, donc on va peut-être mettre ça, en l'occurrence. Voilà, on relance le level et on essaye de mourir pour voir. J'arrive pas à mourir. Voilà, donc on a bien le game over qui s'affiche. Si je fais retry, pouf, on est reparti. Voilà. Donc là, on a une boucle de gameplay fonctionnelle du début à la fin.
Donc voilà, c'est tout pour cette série, c'était le dernier tuto. J'espère que ça vous aura plu, on a fait un gameplay assez simple. Évidemment, le gameplay, vous pouvez venir le customiser et l'améliorer vous-même sur plein d'aspects, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais déjà, on a une boucle de gameplay qui fonctionne, ça fait un bon petit prototype. Maintenant, pour aller plus loin, je vous invite déjà à essayer au maximum des choses de votre côté. Essayez d'ajouter des petites améliorations à droite à gauche, éventuellement des nouvelles features, pourquoi pas, comme je disais, des power-up, ce genre de choses. Peut-être un score, hein. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder des points précis dans des vidéos, mais qui vont vraiment être des vidéos complètement séparées les unes des autres, qui abordent des points intéressants du game dev. Donc à partir de là, maintenant, vous avez des bases suffisantes pour commencer à faire des petits jeux. Maintenant, il va falloir que vous alliez approfondir voilà, chaque sujet individuellement. Évidemment, je ne peux pas tout aborder dans une seule série, ça serait trop compliqué. Donc c'est mieux si je fais des vidéos par thème ensuite. C'est pour ça que je procède comme ça. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, à lâcher le pouce bleu aussi pour le référencement, c'est cool. Si vous voulez rejoindre, on a une communauté sur Discord qui s'appelle Pixelwood, qui est une communauté que je partage avec deux autres amis game dev que sont Pierre Vendeur et Subarat, qui sont très chouettes. Donc n'hésitez pas, ça parle beaucoup de game dev, pas mal de pixel art aussi, il y a pas mal d'artistes talentueux, c'est cool. La commu est sympa, on fait des petits events, des fois des game jams, ce genre de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est chouette. Si vous voulez me soutenir parce que ce tuto vous a été utile, vous avez le lien de mon Ko-fi dans la description. Donc Ko-fi, c'est une plateforme qui vous permet de faire des dons, soit ponctuels, soit mensuels. Et évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et petit détail, mais non des moindres, évidemment, je stream très régulièrement sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver aussi dans la description. Sur ce, je vous fais plein de poutous, je vous dis à la prochaine,